Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Le risque, c'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible, qui peut causer un dommage. Nous n'avons pas tous la même tolérance au risque. Certains en ont une aversion profonde, d'autres s'y exposent avec délice. Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneuse, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 6e saison, nous allons explorer les ressorts de la prise de risque avec des athlètes, des entrepreneurs, des investisseurs et des personnalités inspirantes. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Bouquet, cofondateur de Nolio. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire si dans ton enfance, il y avait déjà des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Non, honnêtement, je pense pas. Quand on entend parfois certains podcasts d'entrepreneurs, on les entend qui faisaient des business de cartes Pokémon à 12 ans ou autre. Moi, j'étais pas comme ça. Ouais, j'étais un enfant assez classique, une enfance assez classique, du sport, des jeux vidéo, des copains, mais voilà, pas de petits business ou autre. Ouais, si on faisait un petit peu des magouilles sur la PSP à l'époque. Il y a prescription maintenant, la PSP, on pouvait la craquer pour avoir les jeux gratuits, donc on faisait un peu ça avec les copains, mais voilà, c'est pas grand chose. Et puis c'est plutôt plus tard, ouais, à partir de 18-19 ans que j'ai vraiment eu ce côté vouloir créer des choses, notamment dans le développement, mais ça n'a pas vraiment commencé avant. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous retracer les grandes étapes de ta carrière entre justement la fin du lycée finalement jusqu'à la création de Nolio ? Donc moi, j'ai fait un lycée classique, enfin S, je crois que ça n'existe plus maintenant, mais j'étais assez paumé dans le sens où je savais pas trop ce que je voulais faire après le lycée, donc j'ai fait un peu par défaut un IUT statistique. Je suis resté 2 mois, je crois, avant de partir. Parce que ça me plaisait pas trop, l'ambiance, etc. Et même les cours. Et donc, en fait, je suis parti, il y avait quelque chose de super qui était pareil, je crois que ça n'existe plus, mais à Grenoble, on avait un UT informatique qui faisait une session décalée. Donc, c'est-à-dire que ça commençait en janvier. Et donc, ça permettait de pas perdre un an direct et de se dire, mince, je me suis vraiment loupé. Ça permettait de se remettre un peu tout de suite le pied à l'étrier, de se réorienter, dès janvier ou février, on repartait du coup sur un IUT décalé du coup de 6 mois, mais voilà. Et donc du coup dans la promo en fait c'était quasiment que des personnes comme moi qui avaient foiré leur orientation, on va dire. Et pour le coup j'ai vraiment apprécié le côté développement en fait, auquel j'avais déjà un petit peu touché avant au lycée, mais assez peu au final. Et donc ouais, j'ai vraiment kiffé le développement. Et donc ça a duré 2 ans. Après, vu qu'on était en décalé, en fait, on perd quand même une année à la fin. Donc, après, j'ai bossé pendant 6-7 mois en tant que dev. Et après, j'ai fait l'ENSIMAC, donc une école de maths info sur Grenoble. Et après, en fait, en parallèle de cette école d'ingé, sur notre temps libre, avec du coup François, mon pote et du coup cofondateur de Nolio, on a commencé à créer du coup Nolio à partir de 2017, donc au milieu de notre étude d'ingé. Et à la fin des études d'ingé, du coup 2019, on a créé l'entreprise. Alors, est-ce que tu peux la présenter ? Ouais. Du coup, Nolio, nous, c'est une solution pour les entraîneurs et les sportifs dans les sports d'endurance. Et l'idée de base, c'est vraiment de fluidifier cette relation entraîneur-sportif. Donc historiquement, nous on a fait ça parce qu'on avait des fichiers Excel avec nos coachs. On remplissait le fichier Excel, on le renvoyait au coach. C'était 2016-2017, c'était vraiment là où les montres et les compteurs Garmin, etc. se sont vraiment popularisés avec l'essor de Strava aussi. Et donc, en fait, c'était très frustrant de recopier qu'on avait fait 15 km en 1h22 à telle allure, sachant que les données étaient dans la montre. Et donc, on s'est dit, bon, est-ce qu'on n'aurait pas un outil, est-ce qu'on créerait pas un outil pour remplacer, en fait, ce fichier Excel? Et, nous, fainéants, athlètes qui avons la flemme fainéants dans la saisie du carnet Excel, on va se simplifier la vie, on va faire quelque chose qui est disponible sur le téléphone, etc. Et puis, on voyait aussi nos entraîneurs quand même galérer. Ils avaient un fichier Excel par année. Ça faisait des fichiers dans tous les sens. Nous, à l'époque, on n'avait même pas des Google Sheets partagés. C'était vraiment le fichier Excel envoyé en pièces jointes par mail. C'est vraiment parti comme ça.
Et voilà. Et aujourd'hui, du coup, on a vraiment une solution complète qui permet du coup de remplacer ce fameux fichier Excel et qui va aller au-delà aussi pour fluidifier. Donc, un exemple très concret, demain, quelqu'un qui veut préparer un marathon, par exemple, va pouvoir trouver un coach, soit qu'il connaît directement, soit via Nolio, mais surtout après être suivi par ce coach sur Nolio, recevoir son programme d'entraînement marathon sur Nolio, ça va lui envoyer sur sa montre, il va y avoir les commentaires du coach, etc. Et le coach va pouvoir au quotidien voir si l'athlète fait bien ses séances, ajuster le programme si l'athlète il peut pas parce qu'il a trop de boulot ou il se blesse, donc voilà, on va vraiment réajuster. Voilà, donc c'est vraiment, donc nous on a beaucoup d'entraîneurs pour du coaching à distance, mais aussi des coachs qui font du présentiel, parce qu'en fait même quand on fait du présentiel, on a besoin d'un outil pour le suivi, parce que on se souvient de la séance, peut-être celle d'avant et des 3 dernières, mais on peut pas se souvenir de la séance d'il y a un an. Voilà, donc c'est vraiment cet outil-là. Et alors, bon, aujourd'hui, il est hyper fonctionnel. Moi, je suis utilisatrice, donc je peux en témoigner. Mais j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Quelles ont été les grandes galères du début de la création de Nolio? On a honte aujourd'hui quand on regarde ce qui était au début. Mais bon, c'est des phrases un peu bateau, mais la phrase de « faut se lancer le plus tôt possible et si t'as pas honte de ton produit quand il sort, c'est que tu l'as lancé trop tard », je trouve quand même que c'est assez vrai. Donc nous, un des premiers sujets de galère, c'était développer et le mettre en ligne. Enfin, c'était pas une galère, mais voilà, le mettre en ligne assez tôt et avoir le courage entre guillemets pas de vendre, mais du coup de faire tester nos coachs tout en sachant pertinemment que c'était pas encore au niveau, même si c'est pas une galère en tant que telle. Et après, la plus grosse galère, entre guillemets, au-delà du côté technique, c'est nous, vraiment dev de base, donc le côté commercial, etc., c'est pas inné, que ce soit chez François, mon associé, ou moi. Et c'est comment tu fais connaître ton produit, auquel tu es quand même plutôt convaincu qu'il est utile. Et au début, tu envoies des mails ou des messages, mais tu te rends compte qu'en fait, c'est pas si efficace que ça. Et donc après, tu prends ton téléphone et t'appelles et tu fais des appels comme ça à froid. Mais voilà, c'était vraiment ce qui on est le plus sorti de notre zone de confort, parce que vraiment, c'était, plus on en faisait, plus c'était facile. Mais voilà, vraiment ce côté, là, on n'a pas le choix, on va prendre nos téléphones, on va appeler des coachs comme ça, qui nous connaissent pas. Ça, c'est pas facile parce que du coup, tu as aussi un gros sentiment, syndrome de l'imposteur, en mode, tu dis, je suis un vendeur de tapis, entre guillemets, qui les appelle et les dérange. Donc ouais, ça, c'était vraiment mais bon, on est bien content de l'avoir fait parce que si on l'avait pas fait, probablement, en fait, qu'on aurait peut-être jamais pu être connu, ou ça aurait pris beaucoup plus de temps. Voilà, sinon après, en galère, mais ça, c'est plus, qui peuvent arriver à tout logiciel, c'est les galères de serveur quand tes serveurs, t'as trop de monde, où tu as fait des mauvaises optimisations et que du coup tout le monde, nous le dimanche, c'est là où il y a les pics de connexion des coachs et tout rame et tu as tous les coachs qui te disent je peux pas bosser, et là toi tu es dans l'urgence le dimanche soir sur tes serveurs pour voir ce que tu peux faire. Voilà, c'est toujours pas mal de stress, mais voilà, sinon on n'a pas eu de galère énorme particulière. On a réussi un petit peu à faire notre bout de chemin. Voilà, bien sûr, on a des galères au quotidien, mais on n'a pas eu d'énormes galères où ça a tout remis en question, comme on peut entendre parfois. Bon, je comprends que faut pas avoir un trop gros ego et que tu as eu des moments de solitude les dimanches soirs. Ouais, clairement, ça c'est. Enfin, nous, moi, je viens de l'athlétisme, mon associé vient du ski de fond, donc déjà, venant du sport de plus ou moins haut niveau, ça te rend naturellement humble parce qu'en fait, un jour, tu crois que t'es fort et puis tu croises quelqu'un qui est 10 fois plus fort que toi, sauf pour bien sûr, les meilleurs mondiaux, mais quand t'es à un bon niveau local ou même départemental, régional, voire national, du coup, pour mon associé qui était aux portes de l'équipe de France en ski de fond, il y a toujours plus fort que toi, donc ça te remet toujours un petit peu à ta place. Et puis ouais, pareil, nous venant du technique, pareil, ça. Un jour, tu dis ah ouais, mon logiciel il est super, et puis le lendemain tes serveurs ils crashent, donc pareil, ça te remet vite à ta place. Et c'est quoi pour toi la notion de risque? Quelle définition tu en donnerais? Le risque, moi je dirais, c'est ouais, pas se laisser dans sa zone de confort et vraiment en sortir, et donc c'est inconfortable par définition. Donc moi je la définirais vraiment comme ça. Il y a ça, et puis après il y a prendre du coup des risques, c'est aussi être prêt à perdre plus potentiellement que ce que tu as à gagner. T'essayes de faire, en tout cas quand tu fais le pari, t'essayes de te dire que tu vas gagner plus que ce que tu peux perdre, mais c'est toujours des paris.
Donc ouais, c'est vraiment ça. Après nous, je considère qu'on n'a jamais pris non plus énormément de risques parce que quand on a créé Nolio, on n'avait pas d'emprunt, on n'avait pas d'enfants, etc. Et puis on était jeunes, donc en gros, si ça foirait, on aurait fait autre chose. On savait qu'on pouvait retomber sur nos pattes. Voilà, quelqu'un qui se lance à, je sais pas, mais 35, 40 ans et qui a une famille, plusieurs enfants, etc., un emprunt de sa résidence ou autre sur le dos. Je pense que c'est pas la même. Pour le coup, là, il y a une vraie prise de risque et il y a beaucoup plus d'engagement dans ces cas-là. Moi, je considère que nous, voilà, on a vraiment c'est un choix qu'on a fait, mais le moment où on l'a fait, je considère qu'on n'a pas pris non plus énormément de risques, quoi. Et toi, d'une manière générale, comment tu le vis, le risque? Est-ce que c'est quelque chose qui t'excite ou au contraire, ça te paralyse? Ça dépend, franchement, des périodes, parce que c'est trop de risques. Au bout d'un moment, presque t'as plus confiance en toi et tu deviens de plus en plus paralysé. Et si tu es dans une période où ça va à peu près bien et d'un coup, là, tu as une grosse période de stress ou d'un coup, tu sens du risque. Souvent, dans ces périodes-là, en fait, on va vraiment, que ce soit mon associé ou moi, on est assez pareil, on va vraiment le rentrer dedans, entre guillemets. Par contre, quand, si je reprends l'exemple de nos serveurs, quand des fois ça a traîné sur plusieurs mois, etc., presque plus ça passait, plus on avait de plus en plus de mal à réagir parce qu'en fait on s'usait, quoi. Après, moi j'ai fait pas mal j'en fais un peu moins aujourd'hui, mais pas mal de montagnes et du coup pour le coup il y a une vraie prise de risque. Si tes serveurs ils crashent, t'es quand même chez toi au chaud. T'es pas en montagne, à risquer non plus ta vie, donc voilà. Ça permet aussi de relativiser et ça reste un risque relatif, on va dire. Si tu regardes l'ensemble de ton parcours de vie, quel est le plus gros risque que tu as pris et pourquoi est-ce que tu as pris ce risque-là? Clairement, si on est rationnel, entre guillemets, le plus gros risque que j'ai pris, moi, c'est en montagne. Donc, quand j'avais 20 ans, un peu foufou, on va dire. C'est clairement ça, parce que quand je rationalise les risques qu'on a pris avec l'entreprise à côté, ils sont ridicules, entre guillemets. Parce qu'en montagne, alors, c'est pas le but, mais tu risques quand même parfois ta vie, des fois plus que d'autres. Alors après, pourquoi? Je pense que quand j'avais 20 ans, 21 ans, 22 ans, j'en ai 29 aujourd'hui, t'as des choses à prouver un peu à toi-même. Et ça a été beaucoup ça, de se dire, voilà, c'est dur, mais c'est un challenge et je le fais. Je pense que c'est pour ça. Et aujourd'hui encore, du coup, c'est du risque moindre, mais c'est aussi, je recherche pas mal ça, de se prouver que tu es toujours capable de te mettre en difficulté et de surmonter ces efforts-là. C'est un peu, faut se forcer au quotidien, quoi, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'être humain, naturellement, on se rentre dans notre zone de confort et on s'endort un peu. Et donc, c'est un peu, dès qu'on peut, dès que je peux, ouais, j'essaie de dire, ah ouais, mais là, en fait, ça fait un mois, je suis un peu, ça fait quelques semaines, là, je suis un peu, il y a des périodes aussi où il faut savoir se reposer et être un peu plus tranquille, mais se dire, bon, là, ça fait un peu un mois, c'est le train-train quotidien. Là, il faut se remettre un peu le pied à l'étrier. Est-ce qu'on peut se mettre dans un prochain challenge ou autre, quoi. Toujours en regardant ton parcours, quelle a été selon toi la plus grosse erreur que tu as fait ou que vous avez fait dans le cadre de Nolio, et qu'est-ce que t'en retiens ou qu'est-ce que vous en retenez en tant qu'associé? Nous, je pense que la plus grosse erreur qu'on a fait, c'est pas été très grave, mais c'est de pas assez s'écouter. Et en fait, du coup, nous, on vient du technique, donc tout ce qui est création d'entreprise, levée de fonds, etc. On n'y connaissait rien. Enfin, on y connaît un peu plus aujourd'hui, mais c'est pas du tout notre domaine. Et en rentrant dans les incubateurs un petit peu classiques, alors surtout à l'époque, maintenant j'ai l'impression que ça a un peu évolué, mais la voie royale, on te poussait un petit peu à lever des fonds. Et nous, dès qu'on présentait nos lieux, etc., au final, ils nous disaient, ok, vous allez lever combien? Et presque, on a commencé à se dire, ok, on va lever des fonds, etc., alors qu'en fait, pour les mauvaises raisons, on savait même pas pourquoi on allait lever des fonds, parce qu'en fait, on nous poussait à faire ça. Et avec le recul, en fait, nous, on n'a jamais voulu lever des fonds, on voulait vraiment faire notre produit. Donc nous,
on est indépendant, enfin on n'a pas, on a monté Nolio 100% sur fonds propres. L'avantage, c'est qu'on est développeur, donc on a pu tout développer nous avec notre temps et dans notre garage entre guillemets. Et ouais, il y a un moment où presque on s'est dit ouais, on va lever des fonds, alors qu'en fait on aurait, même si on avait réussi, on aurait fait n'importe quoi, je pense, de l'argent. Puis un jour où il y a une personne qui nous a mis un petit peu les pieds sur terre et qui nous a dit non mais si t'arrives pas à me répondre de pourquoi tu veux lever des fonds, arrête tout de suite et reconcentre-toi sur ton produit. Vous êtes développeur, ça a l'air de pas trop mal marcher ce que vous faites avec votre produit. Donc concentrez-vous là-dessus. Vous avez déjà quelques clients, concentrez-vous sur trouver encore plus de clients. Et ouais, il y a un moment où on a perdu, je sais pas, quelques mois un peu à regarder en l'air et se dire ah ouais, faut qu'on lève des fonds parce que c'était le truc sexy du moment, etc. Là où aujourd'hui on y revient un peu parce que le contexte pour lever des fonds est beaucoup plus complexe et l'argent tombe moins du ciel et donc on revient sur des trucs très basiques que nous on a, enfin qui est la base quoi, qui est d'avoir des clients, d'être rentable. Mais cette période-là, là 2019, pré-Covid et puis juste après le Covid, où il y avait un petit peu des valorisations du futur, etc. Ouais, c'était. On est bien content de ne pas avoir écouté ça, surtout que probablement peut-être qu'on n'aurait pas réussi parce que vendre des PowerPoint qui vont sur la Lune, nous on sait pas trop faire. Donc ouais, c'est pas une énorme erreur, mais je pense que c'est le truc où vraiment où on a perdu quelques mois. C'est pas là. Content aussi de maintenant d'avoir le recul et d'avoir cette expérience-là. Mais j'aurais aimé plus m'écouter et me dire non, on sait ce qu'on fait, on sait qu'on n'a pas besoin de faire ça. Voilà. Enfin, lever des fonds, c'est pas potentiellement il y a plein de bonnes raisons de le faire, hein, mais nous en l'occurrence, on n'avait pas besoin de le faire et on l'aurait mal fait de toute façon. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile ? Comment est-ce que tu puisses ta motivation dans les moments qui sont un peu moins glamour de la vie entrepreneuriale ? Nous, on a fait Nolio vraiment. C'est marrant, on a retrouvé les messages là récemment avec mon associé, des premiers messages de l'idée de pourquoi on faisait ça, et on était vraiment sur on veut faire quelque chose d'utile parce que du coup en école d'ingénieur ou IUT informatique ou n'importe quelle école informatique, on fait beaucoup de projets de développement pour se former, mais souvent ils servent à rien en fait. Et on refait des sites de cuisine, on refait Marmiton, etc. Mais on sait très bien que ça sert à rien. Et on s'est dit et puis nous on était en alternance avec nos entreprises et on voyait que quand on faisait des tâches au quotidien qui n'avaient pas de sens, où on savait pertinemment qu'on allait faire une présentation au sein de l'entreprise et que c'était inutile, on crée pas de valeur pour la société. Ça nous dérangeait fortement. Et on s'est dit on va faire quelque chose d'utile. Là-bas, c'était vraiment ça. Et on s'est dit on va créer une entreprise que peut-être un an après, quand le premier coach nous a dit combien ça coûte, et on savait vraiment pas lui répondre. On n'est vraiment pas parti du business. Ce qui potentiellement a bien tourné, mais aurait pu être une mauvaise idée parce que s'il n'y a pas de modèle économique derrière, t'en fais rien, quoi. Mais voilà, nous on est vraiment parti de ça. Donc quand c'est dur, on se redit, en fait, pourquoi on le fait? Parce que si on veut aider les coachs, on veut aider les sportifs, on veut leur faire gagner du temps. C'est vraiment ça, quoi. Et des fois, même quand on est vraiment dans le mal, entre guillemets, il suffit d'un message d'un coach qui nous dit merci pour ce que vous faites. Grâce à vous, je peux gérer. Je peux gagner 3 heures par semaine pour gérer mes sportifs ou je peux en gérer 5 de plus. On se dit, ouais, nous, on est vraiment là pour ça, quoi. Donc, on se raccroche vraiment à ça, quoi. Alors, évidemment, il y a les moments difficiles, mais il y a des grands moments de satisfaction. Est-ce que tu pourrais nous en parler de quelques-uns ou des grands accomplissements que vous avez eus? Tu disais tout à l'heure que si tu as lancé ton produit et que tu n'en as pas honte, c'est que tu l'as lancé trop tard. Est-ce que vous avez été fiers de votre premier lancement ? Non, du coup, sur le moment, oui. mais non, avec le recul, ouais, c'était vraiment très moche et il y avait rien, quoi. Il manquait beaucoup de fonctions. À l'époque, on n'était pas rationnel en mode on a honte, mais on le lance quand même. C'était plutôt on était naïf. Et on disait, c'est super. Donc, pas forcément pour les bonnes raisons, mais on a lancé assez vite. Donc, non, pas les plus grandes satisfactions, c'est, la première, c'est nous, du coup, c'était on a créé l'entreprise et on s'est dit, on a 2 ans pour se payer, au minimum à 2, du coup, avec mon associé.
Et au bout d'un an, du coup, on avait assez de coachs pour se payer. Donc ça, c'était une forcément des grandes satisfactions. La première fois aussi, on a vu un coach s'abonner sans qu'on le connaisse, c'est-à-dire que quelqu'un s'inscrit, on l'a jamais démarché, il rentre son email, il fait le test et au bout de 20 jours de test, il s'abonne et il nous a pas contacté, on sait pas qui c'est. Ça c'était aujourd'hui, ça nous paraît entre guillemets ridicule parce qu'on en a tous les jours, mais c'est vrai que on était vraiment énormément. On se dit putain, c'est qui cette personne là qu'on connaît pas, comment elle a connu notre produit, et elle s'est abonnée toute seule, sans nous poser de questions, sans avoir de démo, de présentation, etc. Ça, c'était une des autres aussi grandes fiertés de notre côté. Puis après, le premier recrutement aussi, premier salarié, c'est toujours quelque chose aussi d'assez particulier, où tu es fier, tu dis, qui te rend aussi encore plus responsable, parce que tu dis, j'ai une personne qui dépend de moi pour vivre, entre guillemets. Si demain la boîte, elle coule, je me mets dans la merde, mais je la mets aussi en premier dans la merde, entre guillemets. Donc, ouais, ça aussi, ça fait... c'est des fiertés, et puis bon, donc il y en a eu plein d'autres, hein, forcément. La première fédération aussi qu'on a signée, où du coup il y a la fédération d'aviron qui nous a fait confiance, qui nous fait toujours confiance là, depuis plusieurs années pour préparer des athlètes pour les Jeux Olympiques. Donc quand tu sais que tu as des athlètes qui vont préparer les Jeux, qui préparaient les Jeux de Paris, du coup avec notre outil, ça c'est pareil. Quand t'as commencé dans ton garage dans ta chambre à faire tes lignes de code comme un fou, entre guillemets, et tu te dis, si un jour déjà 30 coachs l'utilisent, c'est incroyable, et que après, du coup, tu vas même plus loin que ça, et que tu as des fédérations, des athlètes olympiques qui préparent les Jeux avec ta solution. Ouais, ça, c'est sûr que quand on y repense, même aujourd'hui, c'est vraiment une fierté. Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Le meilleur conseil, je pense que c'est un peu ce que je disais avec la période de galère qu'on a eue, c'est vraiment de pas trop écouter les conseils, dans le sens où dans le milieu des startups ou autres, avec tous les incubateurs, on a des conseils de partout. Alors on a eu plein de bons conseils qui nous ont servi, mais voilà, quand tu es au début, en fait, tu attends un peu qu'on te donne des réponses sur plein de choses. Et qu'en fait, les réponses, il y a que toi qui peux les trouver, et chacun a sa propre interprétation, et plus assumer de se dire, moi, je pense comme ça, et y aller quand même. Et ce que moi, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, même des conseils, très bons conseils, tant que tu n'as pas vécu l'expérience ou par exemple, je sais pas, aller lever des fonds, je pense que tant que quelqu'un n'a pas vraiment levé des fonds, il pourra pas juger si c'était un bon conseil ou un mauvais conseil. Et donc, et souvent, les meilleurs conseils, en fait, on comprend que c'était les meilleurs conseils qu'une fois qu'on a fait soit l'erreur, soit qu'on l'a écouté. Souvent l'erreur d'ailleurs, en mode oui, effectivement, c'était vraiment un bon conseil, mais sur le moment, on comprenait pas ce qu'il voulait dire, la personne ou le contexte. Et donc, c'est un peu, oui, écoutez, mais en fait, tu peux demander à deux experts, ils vont te donner deux opinions complètement différentes. Donc, c'est un peu, sauf des choses évidentes, hein, bien sûr, mais c'est un peu, voilà, écoute les conseils, mais surtout forge-toi ta propre opinion et vas-y. Et puis si tu fais tes erreurs, c'est là que tu apprendras et que tu pourras vraiment avancer. Parce que si tu fais que écouter les conseils et tu tournes la tête, tu fais aller, je vais à droite, je vais à gauche. Ah non, il m'a dit il faut que je refasse, j'aille en arrière. Donc ouais, c'est vraiment pas trop justement écouter quand même, être curieux, mais après faire son truc. Et puis quitte à se planter, on se plante, mais au moins c'est vraiment là qu'on apprend. Parce qu'au début, comme beaucoup, je pense qu'on lisait, je sais pas, plein de livres business ou autres. Et pareil, il y a plein de conseils dans les livres business. En fait, tant que t'as pas fait l'erreur, tu comprends pas. En fait, tu vois des lignes, tu te dis ah ouais, c'est joli, il a raison, mais en fait, ça percute que quand tu l'as fait pour de vrai, quoi. Donc voilà. Et du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure entrepreneuriale, qu'il soit encore en école d'ingénieur ou de commerce ou plus âgé dans un parcours professionnel? Moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de se lancer le plus tôt possible, dans le sens où, pareil, par facilité, parfois on se lance et on va se dire ah ouais, je vais faire un super business plan. Ah là, je vais regarder sur Internet toutes les infos de tel secteur, etc. Mais en fait, ça, souvent, on le fait par peur, entre guillemets, de se lancer
c'est facile d'aller chercher sur Internet des infos, encore plus aujourd'hui avec ChatGPT et autres. Et en fait, faut se lancer, faut aller sur le terrain, faire des choses, se planter. C'est vraiment là pour moi qu'on apprend. Donc ça serait ça. Et puis après, c'est vraiment. Alors en tout cas, ça dépend des secteurs parce que quelqu'un qui veut lancer une nouvelle marque de chaussures, je saurais pas trop lui donner des conseils et ça s'applique pas. Mais nous, lancer le plus tôt possible, c'est aussi lancer en parallèle des études, en parallèle du boulot. Voilà, prendre quelques heures le soir, quelques heures le week-end pour lancer son truc. Je trouve que c'est vraiment là où tu apprends le plus et tu te rends, enfin voilà, toutes les données du monde. Nous, on est passé par là aussi, par facilité, on faisait des beaux business plans, on était contents, mais en fait, tu te rends compte au final que ça sert un peu à rien, quoi. Et après, plus tard, quand tu as pris l'expérience, tu as commencé à avoir fait du terrain, etc. Bah là, oui, tu vas pouvoir peut-être faire un business plan. Alors même si nous, on n'en a jamais vraiment fait, mais tu peux pouvoir faire des documents. Mais en fait, au début, faire ça, pour moi, c'est vraiment un peu nous, je pense qu'on le faisait plus par peur de vraiment aller en fait décrocher son téléphone ou de commencer à faire vraiment des trucs, quoi. Comment est-ce que tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour Nolio? Bah nous, alors 10 ans, c'est loin, mais déjà nous, l'objectif là sur 3 ans, c'est d'être vraiment le leader francophone sur tout ce qui est sport d'endurance, mais aussi tout ce qui est rééducation, kiné et également préparation physique, parce qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment spécialisé dans les sports d'endurance, mais on s'étend vraiment là sur tout ce qui est prépa physique, kiné, rééducation, lié généralement à des pathologies sportives, hein. Voilà, donc ça, c'est sur 5 ans. 10 ans, c'est vraiment loin. On a du mal à se projeter aussi loin. Nous, d'ici 10 ans, déjà, c'est vrai que ça serait déjà une fierté d'être encore là d'ici 10 ans parce que on veut créer une entreprise pérenne. Et nous, l'objectif, c'est pas de créer une entreprise qui va le plus vite possible et qui la revende, etc. On aime bien tout ce qui est un peu des forces mouvantes, mais qui vont pas trop vite et puis qui sont là pour durer longtemps. Donc dans 10 ans, si on est encore là, si on est vraiment encore le leader francophone et qu'on a pu commencer à toucher des pays à l'international. Et après, en termes d'entreprise, nous aujourd'hui, on est 10. Et l'objectif, c'est nous, on cherche pas à être forcément 100, on préfère être hyper efficace, être une petite équipe, on aime bien dire un peu commando, de 10, 15, 20. Voilà, d'être une entreprise toujours avec des valeurs, qui est toujours utile. Enfin, nous, c'est un peu notre compas, notre boussole, si demain on se dit, voilà, en fait, on n'est plus là pour les bonnes raisons, on n'est plus utile, on est juste là pour faire de l'argent. J'espère que ça sera jamais le cas. Bah, ce sera peut-être le temps d'arrêter, quoi. J'ai complètement oublié de te demander tout à l'heure pourquoi ce nom Nolio. Ouais, bah alors nous, du coup, on voulait un nom. Beaucoup de nos concurrents à l'époque avaient des noms assez, qu'on trouvait assez nuls entre guillemets, sport machin, opti machin, enfin qui n'étaient pas très sexy. Et nous, on utilisait beaucoup Strava et on disait Strava quand même, c'est un nom qui est stylé, ça se retient bien, ça veut rien dire, mais voilà, ça a une image de marque forte, etc. Donc on voulait un peu ça et donc on cherchait des noms. Nous, on a fait nos fins d'études dans les pays nordiques, en Suède. Donc on cherchait des noms et on a trouvé. Moi, mon associé François, j'aime bien dire qu'il a un petit côté militaire et du coup, j'aime bien dire qu'il est carré. Et on cherchait des noms. Je sais plus pourquoi. Moi, j'étais sur Google Translate, je faisais du français finlandais, puisqu'on a fait français suédois, français norvégien, mais on a fait aussi français finlandais. Et carré en finlandais, c'est Nelio. Et Nelio, ça existait déjà, je crois, en France. Et on s'est dit, bah pourquoi pas prendre en fait le haut de la fin, le mettre à la place du E. Je sais plus si c'est François ou moi qui avons eu l'idée de se faire ça, et du coup ça fait Nolio. Et on s'est dit c'est marrant, ça fait du coup on va remettre les deux petits points du haut de la fin à la place du E. Et en plus, ça fait une sorte de ligne en fait entre les deux petits points des deux hauts et le point du I. Et après, on a un bon copain qui nous a fait du coup un logo en ce sens et on a bien accroché. On trouvait que le nom marchait bien. Et aujourd'hui encore, pour le coup, on est assez content et fier d'avoir trouvé ce nom-là parce qu'on trouve qu'il fonctionne bien. Et à l'époque, on se dit ça sera vraiment une réussite quand les gens ils diront. Nous disait à l'époque si ta séance n'est pas sur Strava, c'est qu'elle n'a pas existé. Mais on l'entend aujourd'hui, nous maintenant, des coachs qui disent à leurs sportifs ah bah t'as pas mis ta séance sur le Nolio, qu'est-ce que t'as fait? Ou inversement le sportif qui dit c'est bon coach, j'ai bien mis la séance sur le Nolio. Enfin du coup c'est
voilà, on rentre un petit peu aussi dans le quotidien des coachs et des athlètes avec ce nom-là. Donc voilà, on est assez content. Ouais. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il fallait se faire confiance et pas trop écouter le bruit autour de soi en tant que chef d'entreprise. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose que tu sais avec une absolue certitude ? Ouais, bah alors j'aime bien alors c'est un peu cliché, je crois que c'était le slogan de la Française des Jeux ou une société comme ça qui était 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça revient un peu sur tout ce que j'ai dit depuis le début, mais si tu te lances, t'es pas sûr de réussir, mais si tu te lances pas, c'est sûr que tu vas pas réussir. Notre relative entre guillemets réussite aujourd'hui, il y a forcément des facteurs chance, il y a forcément des facteurs, ça se trouve, on aurait pu faire la même chose et pas réussir. J'aime bien l'esprit, voilà, c'est en faisant qu'on fait sa propre réussite, etc. Mais je trouve qu'il faut aussi accepter qu'il y a aussi des facteurs chance et il y a des gens qui vont réussir et qui étaient tout aussi compétents que nous, voire plus, mais ils ont juste eu un gros coup, pas de chance, etc. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est que si on avait rien fait, on avait été resté chez nous, on avait fait aller travailler, je sais pas, dans un job entre guillemets classique, bah c'est sûr qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc voilà, encore une fois, c'est se lancer. Et après, ça veut pas dire qu'on va réussir, mais en tout cas, nous, au-delà de la réussite entre guillemets, même si voilà, on n'est pas ça n'a jamais été l'objectif, mais on n'est pas du tout certaines entreprises qui vont exploser ou avoir des réussites faramineuses entre guillemets. Nous, on est content de où on est aujourd'hui, mais on est aussi content du chemin. Voilà, on est fiers aussi d'avoir fait ce qu'on a fait avec nos valeurs, sans en essayant de pareil, que ce soit tout au niveau de nos salariés ou au niveau de nos clients. Nous, de se dire, on va grossir 3 fois plus vite, mais en fait, on va faire un moins bon service pour nos clients parce qu'il faut de la croissance, etc. On a toujours été inconfortable. Enfin, on veut pas faire ça. Donc, si on doit grossir 2 fois moins vite, mais garder le service de qualité, on préférera le faire. Même si ça se défend aussi de se dire, en fait, si tu grandis moins, tu touches moins de monde, donc tu as moins d'impact. Donc, voilà, je dis pas qu'on a la réponse entre guillemets, mais voilà, nous on fonctionne plutôt comme ça, quoi. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait pas nécessairement croire toutes les bibles du management qui existent sur le marché. Est-ce que tu aurais quand même un conseil, soit de livre ou de documentaire ou de film à regarder Sur le côté non business, moi j'aime bien l'auteur Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction. Voilà, donc il a pas écrit énormément de bouquins, hein, mais moi mon préféré c'est Les Furtifs. Voilà, et après en termes de bouquins business, alors il y a un peu de tout, hein, franchement, même les livres bien notés. Des fois, tu te lis le livre et tu dis c'est cool, mais en fait, tu ressors après 200 pages et tu te rends compte que tu n'as pas appris grand-chose. Mais il y en a un que j'ai bien aimé, qui est en anglais, c'est The Hard Things About Hard Things, et qui est de Ben Horowitz, je crois. Voilà, qui est maintenant un VC, mais qui a été vraiment fondateur dans le dur, qui a créé des entreprises, qui a vraiment appris sur le tas. Pour le coup, je trouve que même en le relisant de temps en temps, ce qu'il dit, voilà, c'est assez pertinent et voir ses galères, c'est assez, voilà. Parce que c'est vrai que moi, je me méfie aussi de certains livres business écrits par des gens qui n'ont jamais monté de business. Du coup, tu fais bon. Donc, j'aime bien avant même de lire un livre, de voir un peu l'historique de la personne et si vraiment elle a créé, je sais pas, 3 entreprises et où elle a galéré, etc. Je me dis, ok, là, je vais ne serait-ce que plus l'écouter dans ma lecture. Merci beaucoup Alexandre Bouquet, cofondateur de Nolio, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que lever des fonds n'est pas une fin en soi. Ne le faites pas parce qu'on vous dit qu'il faut le faire, mais faites-le uniquement parce que vous n'avez pas d'autre option non dilutive. Ce doit être la solution de dernier recours. Le deuxième point, c'est que la rentabilité saine d'une entreprise, ça s'obtient en développant une base de clientèle solide, pas en sautant d'une levée de fonds à une autre. Et enfin, le troisième point, faites-vous confiance. N'oubliez pas votre bon sens et ne prenez pas au pied de la lettre tous les conseils qu'on va vous donner. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent.
Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.